L'apothéose de cette journée est le discours enflammé prononcé par le dernier orateur, Martin Luther King. Un discours désormais passé à la postérité et resté célèbre sous le titre « I have a dream ». I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Dans ce discours, Martin Luther King décrit son rêve d'un pays en paix, où les hommes seront tous nés égaux et jugés sur leurs actes, et non sur leur couleur de peau, où chacun sera libre de faire ce qu'il veut, sous réserve de ne pas nuire à autrui, où les enfants noirs et blancs pourront se prendre par la main comme des frères et sœurs, où les États du Sud seront un havre de liberté et de fraternité. C'est le premier pas, le vrai grand premier pas, qui va amener ensuite, lorsque Kennedy aura disparu, grâce à Johnson, au vote d'un certain nombre de lois qui, là, définitivement balayeront, en tout cas sur le papier, en tout cas de façon abstraite, tous les préjugés et tous les interdits qui étaient infligés à la communauté noire. Ce discours sera considéré comme l'un des plus beaux discours jamais prononcés aux États-Unis, avec celui prononcé à Gettysburg le 19 novembre 1863 par Abraham Lincoln et intitulé « The Gettysburg Address ». La première conséquence de la réussite de la marche sur Washington et de l'immense popularité engendrée par « I Have a Dream » est inattendue. Le 14 octobre 1963, Martin Luther King devient le plus jeune prix Nobel de la paix. La deuxième conséquence est le respect des engagements pris par les autorités fédérales. Sous le parrainage de Lyndon Johnson, le Civil Rights Act est voté le 2 juillet 1964. Il garantit les droits de tous les citoyens sans distinction, déclare illégale toute forme de discrimination et crée une juridiction fédérale indépendante pour juger les délits concernés. C'est aussi le début de l'intégration par l'imposition de quotas. Enfin, le Voting Rights Act est voté le 6 août 1965. Il permet aux Noirs de s'inscrire sur les listes électorales et de participer au grand scrutin du pays. Les Noirs américains sont enfin devenus des citoyens à part entière. Mais le rêve de Martin Luther King va se heurter aux réalités de la rue. Le 7 mars 1965, la marche sur Selma, destinée à combattre les intimidations du gouverneur Wallace, visant à empêcher les Noirs à s'inscrire sur les listes électorales, est le dernier grand succès médiatique de Martin Luther King. La marche est arrêtée violemment une première fois par les forces de l'ordre. On relève alors 60 blessés. Martin Luther King appelle à la mobilisation de masse. Près de 25 000 personnes y répondent et la marche reprend sous la protection des troupes fédérales du 21 au 25 mars 1965. Dès août 1965, la plupart des ghettos noirs connaissent des émeutes raciales graves. Même les discours de Martin Luther King n'arrivent plus à ramener le calme dans les quartiers défavorisés. Au cours des années 1967 et 1968, le combat de Martin Luther King va cependant évoluer. Même si les droits reconnus précédemment ne sont pas encore totalement appliqués, le processus légal d'intégration de la communauté noire est désormais engagé. En revanche, l'intégration économique est loin d'être réalisée. La plupart des jeunes noirs des ghettos n'ont aucun avenir et commencent à basculer dans la violence pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes quotidiens. Martin Luther King s'installe alors à Chicago, mais ses tentatives pour changer les choses rencontrent peu d'écho favorables. Il est de plus en plus en butte, chez les Noirs eux-mêmes, à l'impatience que les premiers succès ont engendré. Et c'est à partir de ce moment que l'on voit monter à ses côtés des leaders beaucoup plus radicaux et que l'on voit le mouvement peu à peu lui échapper. Les activistes du Black Panther Party et des fractions radicales du mouvement noir font alors de plus en plus d'adeptes au sein des couches défavorisées de la population.
Martin Luther King tente, mais sans grand succès, de s'opposer à cette radicalisation du mouvement. En avril 1967, il lance une campagne de dénonciation de la guerre du Vietnam, s'attirant ainsi la colère des autorités, qui ne pensaient pas devoir l'affronter sur ce terrain. Il partage alors, temporairement et uniquement sur ce sujet, les convictions et le combat des activistes du Black Power. Martin Luther King a eu le courage de prendre position clairement contre la guerre de Vietnam. Alors que certains lui disaient « mais écoute, c'est pas ton problème, occupe-toi du problème des Noirs, ça suffit ». Mais pour lui, c'est un problème de cohérence, indépendamment du fait qu'il y avait beaucoup plus de Noirs qui mouraient dans l'armée américaine au Vietnam que de Blancs. Pour lui, ce n'était pas acceptable de justifier cette guerre de l'impérialisme américain contre les Vietnamiens. Début 1968, c'est le début des émeutes dans les ghettos noirs des grandes villes.